Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes lundi matin et je vous ai mis des petites images de mon week-end avant avec plein de belles choses, plein de lectures, un beau temps, un beau soleil, c'était chouette. On a passé un bon week-end, même si un petit peu fatigant quand même. On a fait pas mal de choses et j'ai pu lire pas mal de choses aussi. Alors déjà, on commence par le début. J'ai pu lire une grande majorité du 1 de Zola, qui est très intéressant, notamment avec une interview de Robert Badinter qui parle de Zola et qui en parle très très bien. Donc je vous recommande définitivement le 1, en général le 1, mais le 1 hors série Zola forcément. J'en ai encore d'autres à lire, j'ai celui sur Frankenstein, j'ai celui sur l'Amérique. C'était des numéros spéciaux aussi. L'Amérique, j'avais pris au Festival America, et le Frankenstein, je l'avais pris, je sais plus si je l'avais acheté au Quai du Polar. Je sais plus, mais voilà, en tout cas il y en a d'autres. Soutenez le 1 si vous pouvez, c'est un très 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 bon magazine, il n'y a pas de pub, c'est très bien écrit, c'est bien tourné, il y a des interviews de spécialistes à chaque fois, donc vraiment n'hésitez pas, il y a des offres parfois en ce moment, et parfois en ce moment, il y a des offres parfois, et en ce moment je crois qu'il y a une offre, donc voilà, n'hésitez pas à découvrir un petit peu ce magazine. Ce week-end, j'ai terminé Villette, ça y est, enfin. Je suis très contente de l'avoir lu et non, il n'arrive pas à la cheville de Jane Eyre, même si c'est intéressant. J'aime beaucoup les réflexions de Villette, mais non, de Lucie. Il y a des choses pour moi qui sont... C'est pas que c'est pas résolu, c'est que c'est tourné de façon à ce que... on sait pas trop au final quand même. Cette histoire d'apparition... c'est un peu vite résolu et je m'attendais pas trop à ça. Alors après, c'est peut-être moi qui l'ai lu en trop... Bon, je l'ai lu sur beaucoup trop longtemps déjà. J'aurais dû le compacter un peu plus. Et il y a pas de les révélations qui sont amenées ne sont pas amenées de façon tendue, de façon... je sais pas comment expliquer. Il y a pas les tensions qu'on peut avoir lors de révélations, par exemple comme dans Jane Eyre, des choses comme ça. Et du coup, ça m'a peut-être un petit peu manqué. Néanmoins, j'ai passé un bon moment, c'est très bien écrit, il est quand même un peu long. Et je m'attendais à ce que Lucie, en fait, elle rencontre plusieurs personnes, plusieurs hommes notamment, et il y a un homme, plutôt vers la moitié du récit, qui apparaît, et, et je pensais pas qu'on allait le suivre comme ça en fait. Voilà, pour moi c'était un personnage secondaire, sauf qu'il est rentré vraiment dans l'histoire. Et pour moi, vu qu'il était personnage secondaire, j'ai pas attaché tant d'importance que ça à sa relation avec Lucie. J'aurais dû. Donc du coup, je suis peut-être passée à côté de certaines émotions, de certains ressentis de la narratrice, de Lucie en fait. Et j'ai cru à un moment donné qu'il y avait un souci une différenciation de personnages, un truc un peu étrange au niveau de la narratrice et de l'héroïne. Et je me suis posé une question qui en fait n'a pas eu de réponse, qui n'a pas eu ma bonne réponse. Donc voilà, j'aurais peut-être aimé que ça joue un peu plus, soit sur la temporalité, soit sur le doute de qui est qui, et en fait ça n'a pas eu lieu. Donc peut-être que j'en attendais trop. Mais en tout cas, voilà. Je ne sais pas si je vous le recommanderais. Je pense qu'il faut d'abord avoir lu Jane Eyre, qu'il faut en avoir lu d'autres des Sœurs Brontë pour vraiment être en plein de cette... En plein de cette ambiance victorienne pour apprécier Villette. Mais c'est très bien écrit, c'est agréable, mais il y a quand même quelques longueurs. Donc voilà, un peu mitigé, mais quand même contente de l'avoir lu. Estelle, il lui reste encore une 300aine de pages, si, ça se dit, avant de le finir. Je crois, ou je pense qu'elle est à la moitié, donc elle ne doit pas être... Oui, si elle est à la moitié, il me semble. Donc voilà. Pour Villette, ça veut dire que j'ai lu Jane Eyre, Villette de Charlotte Brontë, La Recluse et Anne Gray de Anne, et Les Hauts du Hurlevent de Émilie. Donc j'ai lu tout Émilie, parce qu'elle n'en a publié qu'un, mais avec des poèmes, je ne sais pas s'ils sont publiés en français, je crois que oui, mais peut-être pas très facilement trouvables. Les 2 de Anne, et Charlotte en a écrit 4, il me reste Shirley et le professeur Alia. Et après j'aurais lu toutes les Sœurs Brontë.
Voilà, mais pas tout de suite, pas cette année. J'ai ensuite lu La Fête des Ombres, le tome 2 que j'avais emprunté donc à la médiathèque, qui est un très très beau graphique. C'est une super belle histoire sur le deuil, sur le passé, sur les liens familiaux, sur l'amour, sur le doute de soi, sur la remise en question de son existence. C'est vraiment très beau, très très beau. Donc je vous le conseille, c'est en 2 tomes. Si vous avez une médiathèque près de chez vous, peut-être que vous pouvez l'emprunter parce que ça reste une BD, mais bon, c'est 16,90, hein, c'est pas une BD à 25 balles. Mais voilà, c'est très très beau. Et en fait, ils ont publié aussi... Oh, Cécile Corbel! Oh, j'avais pas vu. Prolongez votre lecture avec le clip La poussière de l'air, la nouvelle chanson de Cécile Corbel, compositrice et interprète de la musique du film Arrietty. J'adore ces musiques. J'utilise ces musiques en cours, tout le temps, en cours d'éveil avec mes tout petits. Arrietty, avec la harpe, mes petits, elles adorent. Donc c'est vraiment top. Et là, son univers musical se mêle aux illustrations de La Fête des Ombres au fil d'un texte qui évoque avec émotion les traces laissées par ceux qui ont disparu. Oh, mais c'est trop bien! Eh ben, je vais regarder le clip. Tiens, j'adore Cécile Corbel. J'adore ce qu'elle fait. Je sais pas si vous allez voir, voilà, c'est elle, Cécile Corbel, comme ça se prononce, Corbel. Et non, je voulais surtout vous mettre ça en fait. Les auteurs ont écrit aussi celui-là qui me tente bien, Onibi, et puis Rêve de Japon, donc, et Mokashi Mokashi aussi. Mokashi Mokashi, en japonais, ça veut dire il y a longtemps. Mokashi Mokashi, il y a très très longtemps. Voilà, les contes du Japon. Donc il n'est pas impossible que je me procure... Et Kochi Kochi, Kochi Kochi, ça veut dire viens, venez. Kochi Kochi, ici. Voilà, le guide du voyageur du Japon, au Japon. Voilà, donc je vous recommande vraiment cette maison d'édition qui est les ateliers Sento, les éditions Issikinicho. Voilà, La Fête des Ombres, en 2 tomes. Ensuite, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais ? Je voulais lire des choses et puis finalement je les ai programmées un peu plus tard parce que je les lis avec Estelle. Donc je me suis dit, allez, on va essayer de faire remonter dans les lectures des choses qui sont prévues mais plus tard, genre au mois de novembre. Comme ça je fais la place en novembre et je peux caser d'autres trucs en novembre. Mais je suis tombée sur ça. Quelque chose à te dire de Carole Five qui a été pas mal encensée sur Insta et notamment sur une copine à moi qui s'appelle Nadia, qui l'a adoré, qui a été bluffée par la fin. J'ai fait ok, vas-y, il fait 160 pages, c'est parti. Je l'ai lu presque d'une traite, en 2 fois je l'ai lu, j'ai lu 90 pages, puis après j'ai lu tout le reste. Et je suis un petit peu déçue, parce que dans ce livre, nous suivons Elsa Feuillet, qui est une jeune écrivaine et qui est fan d'une autrice qui s'appelle Béatrice Blandy. Elle a d'ailleurs dédié un de ses romans à Béatrice Blandy, donc elle l'admire beaucoup, sauf que Béatrice Blandy disparaît, elle meurt. Donc Elsa est très triste, mais bon, la vie continue. Jusqu'au jour où, lors de la dernière parution de son roman, elle cite une phrase de l'œuvre de Béatrice Blandy, qui est repérée par le mari de Béatrice, qui la contacte en disant, écoutez, j'ai été très touchée par votre livre et par le propos, par l'ombre en fait de Béatrice dans votre roman, donc voilà, est-ce qu'on peut se rencontrer ? Ok, elle habite à Lyon, elle a une vie un peu avec un petit peu séparée, en fait, elle garde son fils 1 semaine sur 2 ou 2 semaines sur 3 parce que son ex-mari est un petit peu loin de tout ça, et du coup elle mène sa vie à Lyon et puis là elle va monter sur Paris pour rencontrer Thomas. Sauf qu'il va se lier plus que d'amitié avec elle et il va y avoir quelque chose entre eux. Alors, on sent vraiment l'influence de Rebecca, de Daphné du Maurier, parce que c'est une femme, Elsa, qui va rentrer dans la vie d'un homme veuf dont l'ombre de la femme morte plane grandement sur la maison. Des photos partout d'elle, ses œuvres dans les bibliothèques, tout ça. Enfin, on parle souvent d'elle. Donc Elsa ne se sent pas à sa place dans ce milieu-là. Intéressant. Ok, pourquoi pas. Le problème, c'est que là, on est dans un milieu extrêmement élitiste de gentils blancs bourgeois, bien sous tout rapport, qui m'a pas vraiment intéressée. Et un peu trop facile, en fait. Tout se passe un peu trop facilement. J'ai une pitié dingue pour Elsa parce que cette pauvre fille, en fait vraiment cette pauvre fille, je l'ai trouvée inintéressante, fade, vraiment super fade. Et j'ai détesté Thomas en fait, je l'ai détesté. Entre eux c'est super ambigu, ils se vouvoient, ils couchent ensemble mais ils se vouvoient. Donc il y a vraiment une espèce de comme ça tout du long que j'ai pas aimé du tout. Voilà, donc à partir de là, au début c'était intéressant, ok, pourquoi pas, et puis vas-y, développe, emmène-nous un petit peu plus, embarque-nous. Non, ça, pour moi c'est resté vachement froid et vachement...
Ouais, j'ai pas accroché. Donc les personnages déjà étaient un peu insupportables. Et puis la fin, ouais, voilà. La fin, j'ai un peu levé les yeux au ciel. Ça fait 160 pages, ça n'a pas le temps d'être plus développé que ça. Donc c'est un peu furtif et un peu trop furtif pour moi. Je suis contente de l'avoir lu, de me faire mon opinion, mais vraiment, non. Ah, j'ai laissé mon marque-page dedans. Marque-page de Léa que j'ai reçu pour l'automne. Donc voilà, je vais le rendre à la médiathèque, mais je suis contente du coup de ne l'avoir qu'emprunté parce que je vais pouvoir le rendre sans avoir à me dire «Ah, j'ai dépensé 20 balles chez Gallimard, c'est nul!» Voilà. Moi, je le rends à la médiathèque. Après ça, parce qu'il s'est lu très très vite, il me restait encore un petit peu de temps dans mon dimanche, notamment le soir, et j'ai repris Madame Pamplemousse, que j'ai un petit peu avancé, je suis vraiment presque à la fin. Je suis à la page 123, il me reste 15 pages, c'est pas grand-chose, mais je voudrais pas louper la fin parce que c'est quand même difficile pour moi au niveau vocabulaire. Il y a plein de choses que je ne comprends pas, donc même s'il faut comprendre dans sa globalité, j'ai parfois un petit peu de mal. Donc je suis contente de le finir, je m'achèterai le tome 2, mais je ne le lirai pas tout de suite. Et je pense que si je le lis, je n'irai que ça. Parce qu'il faut surtout pas que je l'étale. Il faut que j'arrête d'étaler les lectures, ça ne fonctionne pas chez moi, je ne les reprends jamais. Je les commence et je me dis, hey, je vais le reprendre tel jour et tout. Non, 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 ça ne marche pas. Moi, je veux être quelqu'un d'efficace dans mes plannings, je peux pas m'étaler, je peux pas faire une lecture sur un mois. Si c'est une lecture commune sur un mois, je dirais, bah écoutez, non, moi je le lis plutôt en début de mois ou plutôt en fin de mois, mais il faut vraiment que je me le programme. Et ça, j'aurais pu le finir en 3 jours. Bon, 130 pages en 3 jours, c'est pour moi beaucoup, parce que 130 pages, ça peut être lu en une journée, mais c'est en anglais. Mais il faut vraiment que je cible une période unique, parce que si je l'étale, c'est mort. Voilà, et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai décroché, parce que j'avais pas la pratique de l'anglais quotidienne, et du coup, je pense que je suis passée à côté de beaucoup de sens et de mots de vocabulaire, ce qui est dramatique, mais c'est comme ça. Donc il faut que je vise un peu plus bas. Je pense que je vais sincèrement acheter les Penguin Readers avec c'est des gros résumés de bouquins. Ça fait 80 pages et il y a par exemple l'accro du shopping de Kinsella. Il y a je sais plus. Wonder que je voulais lire, déjà en VO, qui m'avait l'air vraiment abordable en VO, qui là est donc un gros résumé de 80 pages. Et en plus, l'avantage, c'est que quand on achète les livres de Penguin Readers, il y a un code, un espèce de flash code, je sais pas quoi, qu'on peut rentrer sur le site et on a des exercices. Des jeux et on a la version audio du livre et ça c'est très précieux, donc je pense sincèrement que je vais me pencher sur la question. Peut-être pas cette semaine, peut-être la semaine prochaine, mais de toute façon je ne relirai pas en VO tout de suite là, j'ai pas prévu, mais voilà, je pense que ça peut être un bon exercice pour cette collection là. Voilà, de toute façon j'ai le tome 3, j'ai juste à acheter le tome 2, ça sera une jolie petite collection, je serai contente de l'avoir lu, mais pas tout de suite. Ensuite, j'ai donc commencé hier soir une nouvelle lecture. En fait voilà, j'ai lu Madame Pamplemousse pendant une demi-heure, et puis je me suis dit c'est dommage que je l'expédie comme ça, je préfère vraiment le terminer tranquille, posé, parce que je voulais avancer dans mes lectures. Et donc, j'ai commencé aux 80 de Amélie Antoine. Il est chez XO, il paraît, là, cette semaine, le 13. On est dans une histoire à Sabran-sur-la-Lys. C'est dans le nord, hein, je crois. Voilà, le nord de la France. Et on est en 85. Voilà. On arrive, on connaît pas bien le village, mais en fait, Amélie Antoine nous le décrit dès le départ. Donc on est tout de suite dans quelque chose de descriptif, on sait exactement à quoi ressemble le village. L'église, l'école, la mairie, les petits chemins, le pont pour arriver au village, comment est écrit le panneau du village. On sait, et j'adore ça, parce que tout de suite, on sait où on est. Ça, c'est ok. Je visualise très très bien le lieu. On apprend qu'un monsieur, Clément de Clerc, achète pas mal de baraques dans cette maison, dans cette ville, petit village, sauf que tout le monde se connaît et tout le monde sait très bien qu'il achète pas mal de maisons. Et au fur et à mesure qu'il achète les maisons, il enlève les portes et les fenêtres des maisons. Les habitants sont révoltés, ils veulent pas que leur ville devienne une ville fantôme. Ça amène ces laissés comme ça aux 80, et ça plaît pas du tout aux habitants. Donc, voilà, ça leur plaît pas. Un jour, une des filles, une des habitantes, dit aux ouvriers, franchement, vous avez pas honte de laisser comme ça, vous vous rendez pas compte, non mais on fait que notre boulot, oui, vous faites que votre boulot, et puis il y a des juifs qui ont été déportés comme ça alors que les gens faisaient que leur boulot. Alors au début tu te dis, ok, bon, pourquoi tu dis ça, enfin, c'est un ancien, un vieil habitant qui est avec, c'est Léa je crois qu'elle s'appelle, avec elle, qui interpelle les messieurs du chantier. Et donc il dit oui, on fait que notre boulot. Et ce vieux monsieur, qui probablement a connu la guerre parce qu'on est que en 85, lui dit voilà, oui, c'est comme ça qu'il y a des gens qui ont été raflés, hein, ils ont fait que leur boulot, mais ils ont été raflés. Ok, je tourne la page et on arrive en 42. Ah oui, d'accord, ok. Ok, très bien. On remonte le temps et on est donc en 42 avec une famille dont on comprend que c'est les parents de Léa et que blablabla.
C'est très intéressant, je suis donc en 42 et j'ai eu la gorge assez serrée dans un passage assez difficile parce qu'Amélie Antoine décrit hyper bien les situations. J'en ai même rêvé cette nuit, j'ai rêvé que mon fils était enfermé, j'étais pas bien. Voilà, c'est vraiment ça m'a marqué ce passage. J'étais pas bien et j'ai très hâte de le continuer enfin pas malgré ça, mais justement parce que c'est tellement bien écrit que je pense que ça peut être un très très beau livre. Voilà, je n'en sais pas plus. Mais en tout cas, ça révèle de très belles choses en lien probablement avec la guerre, en lien avec l'histoire du village, avec les histoires de famille du village. Donc je pense vraiment que ça peut être un super super roman. J'espère ne pas être déçue et ne pas trop m'avancer en disant ça. Il est dédicacé par l'autrice, il fait 430 pages à peu près. Et je suis à la page 67. J'ai lu 67 pages juste hier soir, en 30 minutes je pense. Il se lit bien, il est fluide, il coule quoi, c'est génial. Donc je suis très très contente d'enfin découvrir la plume de Amélie Antoine parce que c'est top. En plus elle est née en 84, donc 84 forever quoi. Voilà. Et puis j'ai reçu hier un petit message d'une autrice que Mag connaît très bien, puisque c'est Coralie Collier, qui m'a proposé de m'envoyer son livre Les 12 travaux mythiquement merveilleux de Pernille. Si vous ne connaissez pas cette autrice, je vous conseille d'aller voir le vlog de Mag, qui est le vlog je sais pas trop combien, qui a dû sortir il y a peut-être 3 semaines. Elle a lu ce livre, elle a adoré, elle en a très très bien parlé. Je ne l'ai pas encore lu, mais elle me l'a envoyé en e-pub, voilà, en e-book en fait. Donc j'ai dit que je pourrais pas le lire tout de suite, mais vu qu'il est sur ma liseuse et que ma liseuse est facilement transportable, il n'est pas impossible que je le lise, peut-être pendant les vacances ou au mois de novembre. Enfin voilà, je vais essayer de me le programmer. En tout cas, je suis très curieuse parce que Mag en a tellement bien parlé qu'il m'intrigue beaucoup, beaucoup. Voilà. Oh bah dis donc, c'est plein de choses que je vous ai dites là. Là aujourd'hui je dois aller en école, j'ai des rendez-vous et quoi d'autre. Et je vais peut-être m'acheter des bougies. Parce que je vous ai demandé sur Insta hier quels étaient vos fabricants, revendeurs favoris de bougies naturelles, pas forcément vegan, mais voilà, le plus naturel possible. Vous m'avez donné plein de réponses et plein me conseillaient les bougies de Charroux, CHA2ROUX, je crois. J'ai regardé et en fait, c'est des bougies. Peut-être je peux les trouver là. T'es éteint ? Non. C'est des bougies qui sont dans des pots à confiture. Peut-être que vous les avez déjà vues passer. Moi, je les avais déjà vues passer. Hop là, les bougies de Charroux, bah, c'est les premières. On m'a dit l'odeur est dingue, à la myrtille, ils sont fous. Enfin voilà, ça a l'air trop bien. Et comme il y a une boutique à Abbesse et que je passe par Abbesse pour aller au boulot, eh ben je vais aller m'acheter une petite bougie. Voilà. Alors peut-être que vous les avez vus passer. Voilà, c'est dans des petits pots à confiture comme ça. Donc non, c'est pas ça que je voulais. Hop, classique. Voilà, il y en a plein, elles coûtent 10 € et ma foi, j'ai bien envie de craquer pour une petite bougie. Les bougies de Charroux. Peut-être ambre. Alors, lait macchiato. je suis curieuse. Alors après, c'est du café, j'aime pas l'odeur du café. Herbe coupée, ça peut le faire. Cèdre du Liban, ça peut le faire aussi. Qu'est-ce que j'ai vu encore ? Automne boisé, ça peut être bien. Lilas peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, je suis bien contente d'avoir découvert ça. Merci beaucoup pour vos recommandations. J'en ai noté d'autres aussi, hein, de toute façon. Mais c'est vrai que je voulais des bougies que je puisse sentir, parce que c'est toujours un peu délicat. Je reconnais pas forcément les odeurs. Tu me dis automne boisé. Ouais, j'ai vaguement une odeur de ce que ça peut... Enfin, une idée de l'odeur que ça peut avoir. Mais j'aime bien les sentir, en fait. Donc, je vais essayer d'aller là-bas aujourd'hui. Et je crois qu'ils ont un calendrier de l'Avent. Et s'ils ont un calendrier de l'Avent, c'est la merde. Parce que je pense que je vais vouloir me le procurer. C'est des petites bougies. Alors, je vais essayer de vous montrer. Il y a plusieurs formats. Vous savez, il y a un format boîte de confiture, un pot de confiture. Il y a un format mini. Vous savez, les mini bonnes mamans, les mini confitures qu'on trouve dans les hôtels. Et ben, je crois que c'est ce format-là pour les calendriers de l'Avent. Si c'est ce format-là, ça veut dire qu'il y en a 25, ou alors qu'il y en a peut-être 24 et une grosse, je sais pas. Mais là, c'est pas écrit sur leur compte, sur leur site. Donc, je pense que c'est pas encore accessible. Et c'est normal, on est en octobre. Mais il n'est pas impossible que je craque prochainement, peut-être pour un calendrier de l'Avent bougie. Parce que mon conjoint m'a dit, ouais, les bougies le soir, pourquoi pas. Ok, je fonce. Donc, à voir ça.
Donc je vais aller voir là, et puis après je vais au boulot. Et ce soir je retourne au boulot, je vais pouvoir avancer nécrologie, et puis le finir, je sais pas quand. Avant les vacances, ça serait bien. Comme ça, en novembre, je repars avec un nouveau livre audio. Et puis en novembre, c'est le Black November. Donc j'ai commencé déjà mon planning. Ça, c'est cool. Il y en a certains qui rentrent, qui étaient déjà dans ma palle, qui rentrent dans des catégories, c'est parfait. Mais je ne ferai pas toutes les semaines parce que notamment la dernière semaine, c'est lire un roman d'Agatha Christie et j'en ai pas prévu. Donc non. Et puis je voulais lire. Le seul Agatha Christie que je veux vraiment lire, c'est le meurtre. Ouais, le meurtre de Roger Ackroyd. Mais je connais la fin. Donc il faudrait que j'oublie là, que je le lise genre dans 30 ans. Mais je pense que je connaîtrai toujours la fin. Tant pis, c'est pas grave. En tout cas, voilà, je vais vous laisser là et puis je vous retrouve probablement demain. Nous sommes mardi matin et ce matin, je vais chez l'Iconoclaste pour récupérer un livre. C'est des vies de combat, je crois, qui est sorti chez Archipoche, la collection Les Arènes et l'Iconoclaste en poche. Donc ils ressortent des titres, notamment cet été, ils avaient sorti pour leur première parution Des Diables et des Saints, Kérosène et L'Intranquille de Gérard Garouste. Et là, je vais récupérer un livre parce qu'ils sont sur Paris et que des fois, c'est plus simple pour moi de récupérer les bouquins plutôt qu'il l'envoie, parce que des fois la poste met 3 heures, enfin 3 semaines à envoyer un bouquin. Je vais sur Paris de toute façon, donc comme ça je verrai si... je fais des petits plans, je vous avais déjà filmé les locaux de l'Iconoclaste, donc rien de nouveau, je montrerai le livre en temps voulu. J'ai économisé mon essence hier pour aller bosser, vu les pénuries qu'il y a en ce moment. J'ai gardé mes kilomètres dans ma voiture, ma voiture dans mon garage. Et je suis donc partie bosser en transport, ce qui fait que j'ai pu bien avancer le Amélie-Antoine, puisque j'ai dépassé la moitié, il me reste 150 pages, je suis page 273. Je pense que ça va être un coup de cœur, parce que il est tellement fort ce bouquin, vraiment. Je pense que je vais vous en reparler encore quand j'aurai fini, mais clairement, je ne m'attendais pas à être aussi émue et à ressentir autant d'empathie pour un personnage. Il y a un personnage dans le roman qui s'appelle Charlotte, qui va vivre une histoire terrible. Je peux vraiment pas vous en dire plus, mais il y a 2 scènes vraiment terribles. Je suis encore prise du nez, il faut que je me mouche. Vraiment terribles qu'elle va vivre malgré elle. Mais le contexte historique fait que, malheureusement, je pense que c'était fréquent. Oh là là, je vous tease. Ça se passe entre 44 et 85. Et en fait, je retourne, je vais pas dire dans le présent, mais dans le présent de l'histoire. Donc là, je suis en 82, je crois, il me semble. Ah non, 85. Et il y a certaines choses qui sont résolues et je commence à comprendre le pourquoi du comment, même s'il me reste encore 150 pages. Et vraiment, je suis waouh, je suis retournée, quoi. Ce bouquin est formidable. Il est pas spécialement poétique, bien tourné, tout ça. Non, il est ancré dans du réel, dans de l'histoire avec un grand H. Et les personnages sont hyper forts et ce qu'ils vivent, c'est hyper fort aussi. Vraiment, je vous le recommande, mais 1000 fois en fait. Il sort, on est le 11, il sort le 13, il sort après-demain jeudi. Et allez-y quoi. Je sais pas combien il coûte. 20,90. En fait, on s'en fiche. Dites-vous que ce bouquin-là, il faut vraiment que vous le lisiez. Peu importe comment vous le lisiez, en numérique, en emprunt médiathèque, en achat, en occasion, mais il faut que vous le lisiez. Vraiment, le Amélie-Antoine, il est incontournable. Et j'ai très envie de lire autre chose. Je veux lire Raison obscure d'elle. Je pense que je me le procurerai. Je prie pour qu'elle soit à Brive, mais je ne l'ai pas vue et je continue à ne pas la voir dans la liste. Et ça m'embête parce que vraiment, elle vient de sortir ce bouquin-là et le fait qu'elle soit pas à Brive, je trouve ça tellement dommage. D'ailleurs, j'ai vu que Virginie Grimaldi avait changé de maison d'édition, qu'elle est chez Flammarion. Donc c'est parfait. Mais du coup, elle n'aura pas d'actualité chez Flammarion, donc je pense qu'elle ne viendra pas... non, il n'y a pas encore son nom. Qu'elle ne viendra pas à Brive. Je vais chercher Grimaldi, mais... Non, elle n'a pas d'actu. Enfin, elle a une actu, mais... Elle a sorti son bouquin au printemps, elle va en sortir un prochain au printemps chez Flammarion du coup, mais là c'est vrai qu'elle a pas, je pense pas qu'elle soit à Brive. Et Amélie-Antoine non plus. Par contre, Amélie-Antoine est en dédicace jeudi, elle m'avait invitée, mais j'ai déjà une dédicace jeudi de Philippe Ayat. Gros dilemme. Gros dilemme parce que je sais pas quoi faire. Je pense que je vais aller voir Philippe Ayat. Mais je me dis que Amélie-Antoine aura d'autres dédicaces parce qu'elle sort à l'instant, dans 2 jours son roman. Donc à mon avis, il y aura d'autres occasions de la voir soit en salon, peut-être à Saint-Maur cet été, ou dans d'autres salons. Alors ça ne sera pas au Quai du Polar parce que c'est pas un polar, mais dans d'autres salons
prochain, hein, je sais pas en fait, à part Brive. Moi, je fais que Brive et le Quai du Polar et Saint-Maur en poche. Peut-être la Nuit Blanche. La Nuit Blanche des livres à Garenne-Colombe. Mais bon, j'ai très très envie de l'avoir pour lui en parler. Je lui en parle déjà sur Instagram, je lui donne mon ressenti, mais j'ai vraiment besoin de donner vraiment comment dire, au fur et à mesure que je lis un bouquin qui me plaît vraiment, il faut que j'en parle. Et je peux pas en parler à mon conjoint parce qu'il connaît pas, je lui ai raconté l'histoire hier, mais il m'a dit « Ah, ça a l'air cool ». Ouais, mais il n'y a pas d'échange en fait. Donc à part en parler avec l'autrice en disant « Oh là là, il s'est passé ça, oh là là, cette action, je l'ai pas vu venir, ce personnage est trop bien, j'ai adoré quand il s'est passé ça », sinon je peux pas en parler, à part à d'autres personnes qui l'ont lu. Mais c'est frustrant. Et quoi de mieux que d'en parler à l'auteur ou l'autrice qui a écrit ce roman, parce que finalement, c'est quand même la personne la mieux placée pour en discuter. Et vraiment, je suis bluffée, quoi. Super bluffée. Donc là, je le prends ce matin dans les transports. Dans l'idéal, je voudrais le finir ce matin. Je vais à l'Iconoclaste, après je vais au Renard Doré, après je vais en école et après je rentre. Donc potentiellement, j'ai, 45 minutes, 1 heure, 1h45. J'ai 2h45 de transport là ce matin et ce midi. Je prends beaucoup les transports en ce moment. Donc il y a peut-être moyen qu'en 2h45, je le dévore. Si c'est le cas, je continuerai avec ce que j'ai prévu. Je ne m'en rappelle plus. Si, Eugénia. Je voulais sortir Eugénia, je vais vous le chercher, le roman japonais de Akatombo, que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, genre la semaine dernière ou la semaine d'avant, vous savez, je vous l'avais montré. Eugénia de Riku Honda. Qui est relativement, je ne vais pas dire court, mais il fait 330 pages, et c'est un polar japonais, et ça me faisait penser un petit peu à du Agatha Christie. Donc, pourquoi pas, ma foi. Je pourrais le mettre dans... Oh là là, je pourrais grave tricher pour le Black November. La dernière semaine de novembre, c'est lire un Agatha Christie. Mais, comme il ressemble un petit peu à du Agatha Christie, peut-être que je peux le caler. Non, j'abuse de faire ça. Mais du coup, voilà, super le mystère dans tous les sens du terme. Il a reçu le Grand Prix des auteurs de romans japonais policiers. Le New York Times l'a sélectionné comme l'un des 100 meilleurs livres de 2020. Il est peut-être 100e, hein, mais au moins il est dans le classement. Mais ouais, j'ai très envie. C'est 17 personnes empoisonnées au cyanure lors d'une réception. Ça fait très Agatha Christie quand même. Enfin, peut-être juste le cyanure, mais voilà. Donc je vais peut-être me lancer là-dedans quand j'aurai fini aux 80. En même temps, étant dans les transports, j'aurais peut-être aimé avoir un poche. Et du coup, en poche... Je vous prends avec moi. En poche, j'avais prévu de lire... Il est où? Le crime du métro. Là. Ah, badaboum. Ah, badaboum, badaboum, badaboum. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Le crime du métro. Voilà, j'avais prévu de lire ça. Message à Estelle, je pense. Et je pourrais lire aussi La planète des singes. Je pourrais lire Encabané. J'avais très envie de le sortir, il est tout court. Je pourrais peut-être le sortir. Franchement, si je réussis à finir... En fait, ça va dépendre si je réussis à finir le Amélie-Antoine ce matin. Si je le finis pas, bon, moi je le finis ce soir, c'est pas grave. Et demain, je commence le crime du métro. Ou Eugénia. Non, le crime du métro, c'est un poche, c'est mieux. Et du coup, le crime du métro, qui fait combien de pages? Qui fait 400 pages, même pas. Sur 10-18, c'est écrit gros, et il me tente beaucoup. C'est une copine qui m'avait donné à un club de lecture. Alix, si tu passes par là. Et franchement, c'est un fait divers, j'ai bien envie de le lire. Attendez, je m'assois. Puis passe. Je vous lis le résumé. C'est un plan très bizarre, mais bon voilà. Le 16 mai 1937, dans le métro Porte de Charenton, Laetitia Toureau, jeune veuve d'origine italienne, prend place dans le wagon central de la rame. Il est désert. Assise dans le sens de la marche, on la retrouve assassinée une station plus loin. Mais que faisait en première classe une ouvrière qui emballait des boîtes de cirage à Saint-Ouen? Cette femme semblait receler une part de mystère. Espionne et courtisane, elle fréquentait le milieu de la cagoule, groupuscule terroriste d'extrême droite proche du grand banditisme et du fascisme italien. Dans cette courte existence, c'est le roman noir d'une époque qui se joue. C'est une histoire vraie. Voilà, c'est l'histoire vraie du premier assassinat perpétré dans le métro parisien. Donc ça peut être vraiment intéressant parce que c'est dans le métro parisien. C'est une histoire vraie et ça a l'air hyper haletant en fait. Je sais pas comment se découpe le roman, mais il y a un prologue, ouais.
Ok, après... Ah, on remonte le temps, 27 mars. Ah oui, donc on va découvrir son histoire, je pense. Ah bah du coup, ça m'intéresse moins. Du coup, ça m'intéresse moins. 30 mars. Ouais, ok. Je pense jusqu'à son assassinat, 25 avril, 17 mai, 18 mai. Voilà. Ah, ça m'intéresse moins. Bon. Bah c'est bien en même temps, c'est bien que je... C'est bien que je découvre ça. Ah bah tiens, il y a celui-là qui est tombé tout à l'heure, Tibia Blanche. Faudrait que je le lise aussi. Oh là là. Ah, puis le Claire Favant aussi. Trop de choses qui me donnent envie tout de suite là. Je vais trouver. Je vais arrêter de filmer comme ça parce que vous avez vraiment une lumière pourrie. Je suis désolée. Mais finalement, je vais peut-être revenir à ma première proposition, à savoir Eugénia. Et puis on verra. Mais bon, priorité à Amélie-Antoine. Je vous tiens au courant de toutes mes lectures. Et finalement, hier, je ne suis pas allée acheter de bougies parce que j'en ai retrouvé 2. Donc ça m'en fait 4. Donc je vais attendre un petit peu avant de m'en acheter. Et puis j'essaierai de me renseigner sur le calendrier de l'Avent qu'ils ont au niveau bougies. Savoir si je prends le calendrier de l'Avent ou une bougie. Mais c'est pas très urgent parce que là, hier soir, je suis rentrée tard. Ce soir, je rentre encore plus tard. Demain, j'ai une amie qui vient dîner. Jeudi, donc je ne suis pas là. Vendredi, je ne suis pas là. Et il reste samedi soir et dimanche soir. Donc bon, les bougies, on va pas les allumer tout de suite. Donc il n'y a rien d'urgent. Je vais attendre un petit peu, je crois. On est mercredi après-midi. J'ai toujours le même pull, mais je vous promets que je me lave. C'est juste que quand je donne mes cours, je m'habille différemment. Je reste pas en pull. Donc ils sont plutôt propres, en fait. C'est pratique, voilà. Vie ma vie de prof de danse. Je viens vous voir parce que j'ai plein de trucs à vous raconter, mais je vais essayer de faire vite. On va essayer d'être concise. J'ai fini aux 80 et c'est un coup de cœur. C'est pas un énorme coup de cœur, c'est un joli petit coup de cœur. C'est un roman poignant, plein d'histoires avec un petit H, plein d'histoires avec un grand H. Et c'était très très beau. Ça m'a un petit peu remué à certains moments. La fin était inattendue. Il se passe un événement juste avant la fin où, pour ceux qui l'ont lu, vous voyez de quoi je parle, je m'attendais à quelque chose d'autre qui n'est pas arrivé. Et la fin, toute fin, je suis bien contente qu'il soit arrivé ça à ce personnage-là. Je vous tease, je vous dis un minimum de choses, mais ceux qui l'ont lu peut-être le sauront. En tout cas, voilà, c'était vraiment un plaisir de découvrir La Plume d'Amélie-Antoine. J'ai très très envie de lire Réseau Obscur, vraiment très fort. Je pense, alors il n'est pas à Brive, mais bon, Raison Obscure, il est dans un coin de ma tête de toute façon. Si je tombe dessus, il suffit d'une fois pour que je craque. Voilà, ce sera avec grand plaisir que je continuerai à découvrir La Plume d'Amélie-Antoine. Pour en avoir discuté avec Eva, pose-toi Eva lire, elle a lu tout Amélie-Antoine. Et elle s'attendait pas à cette fin, parce qu'elle m'a dit avec Amélie-Antoine, les fins sont waouh, incroyables. Là, la fin est pas incroyable, je le reconnais. Ça m'a pas dérangé, même si j'attendais peut-être autre chose. Mais elle m'a encore plus donné envie de lire Réseau Obscur. Elle m'a dit, il est fou ce bouquin, il est dingue, incroyable, tout ça. Donc voilà, en tout cas, au 80, il sort demain. Mais quand vous verrez ce vlog, il sera déjà sorti. Donc n'hésitez vraiment pas à vous le procurer. Ensuite, donc, je vous ai laissé sur le fait que j'allais à l'Iconoclaste. J'avais commencé à filmer et puis finalement c'était pas très pratique, donc je vous parle des 2 bouquins que j'ai reçus. Je voulais avoir déjà des vies de combat de Audrey Célestine, c'est 60 destins de femmes, c'est par ordre chronologique. On commence dans les années fin du 19e, voilà, jusqu'aux années 60, et ça va ensuite jusqu'à... c'est qui... Ah bah mince, il n'y a pas de... ça va jusqu'à Assa Traoré, à peu près. Voilà, donc c'est vraiment très très actuel. C'est un livre qu'on picore, un petit peu comme Ni vu ni connu de chez Pocket. J'ai très hâte de le découvrir. Je me le réserve pour Mars au féminin, même si j'ai peut-être commencé à picorer un petit peu. En tout cas, merci beaucoup. Ah, c'est la collection Proche. C'est dans les locaux de l'Iconoclaste, parce que ça fait partie de l'Iconoclaste. Donc voilà, édition augmentée en plus. Donc il y a probablement plus de portraits de femmes qu'il n'y avait déjà dans la version initiale. Ça, c'est cool. Et je suis donc arrivée à l'Iconoclaste, et Alice de l'Iconoclaste m'a dit, écoute, tiens, prends ça. Merci. Le Titu Lecoq, le couple et l'argent, pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes. Donc c'est bien sûr Titu Lecoq, celle qui a écrit Les Grandes Oubliées, entre autres. Et voilà, c'est son nouveau roman à l'Iconoclaste. J'enlève ça. Voilà. Pareil, je vais me le garder pour Mars au féminin, je pense, parce qu'il n'était pas du tout prévu. Je sais qu'il va être très intéressant. Le couple et l'argent, ça m'intéressait un petit peu moins. Ça me faisait un peu penser à son ouvrage Libéré, Tout se joue devant le panier à linge sale, un truc comme ça. C'est pas des sujets qui me concernent personnellement. J'ai une
Excusez-moi, mon portable s'est coupé. Donc je vous disais que oui, de base, j'avais pas trop envie de le lire parce que le sujet me bottait pas trop. Parce que le couple et l'argent, voilà, bon, pourquoi pas, mais c'était pas ce qui m'intéressait le plus, comme dans Les Grandes Oubliées par exemple. Mais Alice m'a dit, écoute, elle parle de ça, mais elle parle de tellement plus de choses. Et puis elle me l'a mis entre les mains, donc j'ai pas eu le choix. Et je suis quand même très contente. Donc maintenant, j'ai 2 romans de Titu Lecoq, enfin 2 essais de Titu Lecoq à faire dédicacer. Donc voilà, j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus. Il est sorti, je crois. Ces 2 sont sortis de toute façon. Donc, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Et hier, j'ai commencé De nulle part de Claire Favant. Il est chez HarperCollins, il est sorti très récemment, je crois qu'il est sorti le 6 octobre, donc la semaine dernière. C'est un roman assez court comme le fait Claire Favant depuis 3 romans, depuis Cicatrice, depuis qu'elle est chez HarperCollins. Et là on est avec des jumeaux, Antoine et Raphaël, qui sont adoptés à la naissance, mais par 2 couples différents. Ils sont séparés en fait à la naissance. Ils grandissent, et en fait on va en suivre qu'un seul. On en suit un. Il grandit dans des foyers, il est transbalancé de foyer en foyer, ça se passe très mal, et ça reflète vraiment, je pense, la réalité de ce qui se passe dans les foyers. C'est assez tragique. Ça se passe à Chatou, donc en Île-de-France, et c'est assez dramatique en fait. On sent que ce pauvre gosse n'a pas eu de bol, en fait, il veut s'en sortir, mais tout lui retombe à chaque fois dessus. C'est vraiment pas simple. Et puis il devient adulte, et puis il fait une rencontre. Et à partir de cette rencontre-là, tout va changer, absolument tout, parce que la personne qu'il a en face de lui ressemble beaucoup trop. Il n'était pas au courant qu'il avait un frère, et ce frère n'a rien à voir avec lui. Mais rien, mais vraiment, vraiment rien. Et à partir de là, Antoine, qui se fait appeler Tony, va avoir une vie complètement chamboulée et ne s'attendra absolument pas à ce qu'il va trouver en face de lui, parce que lui, visuellement, c'est le même, il voit son frère, mais à l'intérieur et derrière, il y a beaucoup, beaucoup plus de choses que ce qu'il imagine. C'est un truc de dingue, c'est violent au départ, parce que la situation dans les foyers, encore une fois, est très très violente, mais c'est Claire Favant, elle te prend comme ça, elle fait là, et clac, et après elle dit, bon allez, maintenant on va discuter. Et elle commence son histoire. Donc en fait, il y a toute une chronologie comme ça. On part de 99, je crois, ouais, fin des années 90, jusqu'à aujourd'hui et même après, quand là, Tony est adulte, on est en 2023, donc on est même dans le futur. Au début, j'étais un petit peu dubitative en me disant crédibilité, sur certains trucs, peut-être un petit peu de facilité. Et en fait, là, plus j'avance et plus je me dis, la vache, comment ça va finir ce truc? Comment c'est possible? Et en même temps, c'est tellement fin ce qu'elle a trouvé, c'est tellement des bonnes idées. Ah, je retrouve Claire Favant. J'avais vraiment bien aimé La chair de sa chair, mais il manquait un truc. Et là, c'est bien. Je suis contente. Parce que je retrouve la Claire Favant de Dompteur d'ange, de Serre-moi fort, de Inexorable, de tout ça, de se dire, voilà la vie, quoi. Voilà, tiens, je te balance ça et engrange tout ce que tu veux, mais au moins c'est vrai, c'est réel, quoi. Je suis contente. Voilà, j'ai presque fini, hein, clairement. Il se lit tout seul. Je l'ai fini. Je l'ai commencé hier soir, je suis page 250. Il en fait 370. Autant vous dire qu'il sera fini demain. Et vraiment, je suis très contente. Je suis très contente aussi de la voir à Brive parce que je vais pouvoir le faire dédicacer. Et ça, c'est cool, et lui en parler parce que j'ai hâte, j'ai très très hâte. Et puis j'ai super hâte de sortir Le Tueur de l'ombre, la suite du Tueur intime en fait, parce que là, ça m'a vraiment donné envie de retomber avec Will en fait. Donc trop bien, trop contente. Voilà pour ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Là, j'aurai pas le temps de lire. Il faut que je range toute ma baraque parce que j'ai du monde ce soir. Et je viendrai probablement vous reparler demain, mais je vais avoir fini Claire Favant, et après je vais quand même essayer de lire Eugénia de Riku Honda, parce que j'aimerais bien le sortir de la palle pour voir au moins ce qu'il donne. Ça va être très rapide, soit j'accroche pas, mais j'ai envie d'être efficace sur ce bouquin, parce que j'ai envie qu'il me plaise aussi. Donc voilà, à plus tard. Nous sommes vendredi midi, et dans un quart d'heure, je suis en live avec Estelle pour un petit live d'une 20aine de minutes, parce qu'elle peut pas beaucoup plus. Mais bon, ça va toujours nous faire un petit live avec vous, ça nous fait plaisir de vous revoir sur Insta après le Cozy Mystery Day, même si ça fait 2 semaines maintenant. On n'a pas pu faire de live la semaine dernière, on pourra pas en faire la semaine prochaine. Donc ça nous fait plaisir, c'est très très chouette, on va pouvoir parler lecture avec vous. Parler lecture avec vous aussi parce que j'ai fini Claire Favant et oh my god, c'était beaucoup trop ouf.
C'est un coup de cœur, c'est du pur Claire Favant, la fin est trop bien, la fin est poignante, et il y a une fin après la fin. Il y a une explication de l'autrice sur ce livre-là, qui m'a fait dire « Ok, ok, trop bien, trop bien, trop bien, trop dingue en fait ». Et j'ai hâte d'en parler avec elle à Brive, parce qu'elle sera à Brive. Donc super hâte de lui en parler, super hâte de le faire dédicacer. Et c'est le 7e que je lis de l'autrice. J'ai pas lu Apnée Noire, il me manque Le Tueur de l'ombre encore à lire. Et c'est tout? Non, il y en a encore un. Attendez, je vais vous dire ça. Le Tueur intime, j'ai lu. Le Tueur de l'ombre, j'ai dans ma palle, mais j'ai pas encore lu. Apnée Noire, pas lu. Miette de sang, pas lu. Voilà, c'était les éditions du Toucan Noir. Mais ils ont été réédités chez Pocket, donc il faudrait que je me les procure. Serre-moi fort, lu. Dompteur d'ange, lu. Inexorable, lu. Les cicatrices, lu. La chair de sa chair, lu. Il m'en reste que 2 et j'aurais lu tout Claire Favant. C'est rare les auteurs dont j'ai tout lu, donc voilà. Mais c'est clair. C'est clair que c'est clair et que ça le fait. Je suis super contente, vraiment, vraiment super contente. C'est... Ah, la fin oh, c'est du clair, quoi. Voilà, je ne veux pas vous en dire plus, mais en tout cas, n'hésitez pas à vous le procurer. J'ai commencé un tout petit peu Eugenia de Rico Honda chez Atelier Akatombo. Ça se passe bien pour le moment, c'est assez étonnant. Parce que on a un dialogue au début, on ne sait pas, entre une femme et une petite fille peut-être, et je sais pas qui. C'est le prologue. Et puis on arrive au chapitre 1, qui nous dit « C'est toujours la pluie qui amène la nouvelle saison ». Non, ce n'est pas exact. Nouvelle n'est pas le bon adjectif. La saison suivante, plutôt. Oui, voilà. C'est toujours la pluie qui amène la saison suivante, du moins dans cette ville. Elle nous parle de la pluie, et puis elle nous parle du paysage, et puis elle nous interpelle. Ah, il fait chaud, non? Quelle chaleur étouffante, la ville semble enfermée dans une marmite à vapeur. Quand j'étais petite, les vers m'étaient vraiment pénibles. Bon, elle raconte un peu sa vie. Ah, quelle chaleur étouffante. Ah, il fait si chaud. La structure de cette ville est assez inhabituelle, tu ne trouves pas? Donc elle s'adresse directement à nous ou à quelqu'un d'autre. C'est que du monologue, mais ça m'intrigue. Parce que on a une description de la ville où elle est. Et elle parle de Kyoto, elle parle de Tokyo. Et puis voilà, je suis vraiment au début, hein, j'ai lu 25 pages, même pas. Et en fait, cette femme-là, on apprend qu'elle a publié un livre qui s'appelle La Fête oubliée, qui a un peu tout changé, en fait, cette publication-là. Mais on n'en sait pas plus. Donc voilà, je suis vraiment au tout début. Je pense que je vais l'avancer un petit peu cet après-midi si je peux. Demain, parce que je vais voir un spectacle. Donc aller-retour, je vais l'avancer. Dimanche, j'aurai pas le temps. Donc je pense que lundi, il me fera peut-être jusqu'à mardi, je vais voir. Mais j'ai un peu de trajet lundi. D'autant que si je garde mon essence, je vais peut-être aller bosser en voiture, en transport, donc je vais peut-être l'avancer. Mais il est court, hein, il fait 326 pages, donc je pense qu'il peut se lire assez rapidement si je suis prise dedans. Voilà, donc contente de découvrir ce roman. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'atelier Akatombo, mais n'hésitez pas à vous renseigner un petit peu. C'est des romans japonais qui étaient publiés dans les années 90, qui sont maintenant traduits. Donc c'est parfois des romans un peu vieillots peut-être, mais toujours efficaces. J'en ai lu 2 ou 3 d'eux et j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà pour cette lecture. Je vais vous laisser là. Je pense même que je vais conclure, refermer cette semaine de vlog ici. Parce que je n'ai rien dans la boîte aux lettres, parce que je n'avancerai pas beaucoup plus aujourd'hui, Eugénia, et que je viens de vous en parler. Et puis voilà, parce que ça ne sert à rien de parler pour ne rien dire. Donc, écoutez, je vous souhaite de très très belles lectures. Je vous retrouve la semaine prochaine, et à très vite!